Et je voulais remercier Christine et les organisateurs, justement par l'invitation, ça m'a fait très plaisir de pouvoir être là. Et comme François le disait, on va parler de rémission. Non, c'est pas ça. Oui, c'est vrai. Donc, rémission, c'est un mot qu'on a emprunté surtout des cancers. Et on espère que bientôt, il y aura autant de cas de rémission du VIH comme de cas de rémission dans les cancers, comme pour cette garçon. Et que beaucoup plus de monde pourra en profiter de cette rémission. Comme brève introduction, vous savez que le virus se réplique dans l'organisme et notre problème actuel n'est pas autant le virus libre qu'on détecte dans les circulants, dans les sangs, mais le virus qui va infecter les cellules, va s'intégrer dans les cellules et va rester de façon latente. Et en fonction du type de cellules qu'il va infecter, ce virus va persister pendant de nombreuses années de façon latente, comme je disais. Et on considère en tout cas en ce moment que c'est le réservoir principal est constitué de cellules TCD4 en repos. Et d'ailleurs, parmi ces cellules TCD4 en repos, il y a différents états de différenciation des cellules. On va des cellules naïves, de gauche à droite, vers les cellules centrales mémoire qui ont déjà eu contact avec des antigènes, vers les cellules effectrices mémoire. Et comme vous le voyez, la durée de vie de ces cellules change avec la différenciation. Et dont les cellules naïves et centrales mémoire peuvent perdurer dans l'organisme pendant de nombreuses années. Et en fait, comme François l'a dit et on le verra maintenant, le traitement actuel ne cible pas les réservoirs. Donc, si on veut se débarrasser de ces cellules de longue durée de vie, il faudrait garder le traitement trop longtemps. Les modélisations suggèrent que jamais on ne pourrait, dans la vie normale, arriver à éliminer ces cellules. Et on sait que les cellules T qui contribuent principalement au réservoir VIH sont les cellules centrales mémoire et transitionnelles mémoire. Et en particulier, c'est important le rôle des cellules centrales mémoire parce que ces cellules, à part d'être des cellules qui sont plus nombreusement infectées dans l'organisme, contribuent aussi à maintenir le réservoir par réplication, par prolifération et par expansion. Donc le virus va se répliquer à partir de ces réservoirs et, comme on disait tout à l'heure, quand on commence un traitement, on va arrêter la réplication virale, mais on ne touche pas du tout ces réservoirs viraux. De façon que normalement, quand on interrompt un traitement antirétroviral, on n'a pas touché le réservoir, la réplication va repartir au même niveau quasiment qu'avant de commencer le traitement. Donc dans les initiatives HIV Cure et dans la recherche de cure contre le VIH, l'objectif est de cibler ces réservoirs avec deux possibles objectifs. L'objectif idéal serait d'essayer de drainer complètement ce réservoir et arriver à une éradication de l'infection, ne pas laisser une seule cellule infectée dans l'organisme. Malgré le cas du patient de Berlin, cet objectif semble difficile en ce moment pour appliquer à une majorité des patients, et surtout parce qu'on ne comprend toujours pas parfaitement bien qu'est-ce que c'est le réservoir viral. L'autre possibilité, c'est de limiter le nombre de cellules infectées, diminuer tellement le nombre de cellules infectées qu'il reste tellement peu de cellules infectées dans l'organisme que c'est l'organisme lui-même qui est capable de contrôler cette infection. Et là, c'est quand on parle de rémission de l'infection. Donc nous n'aurons pas besoin, le virus serait toujours là, mais à des niveaux tellement faibles que l'organisme pourrait s'occuper de ce virus. Et c'est que cette rémission de l'infection nous semblait un objectif plus factible ou plus facile à réussir pour une fraction de gens plus important, parce qu'on avait déjà un exemple. Depuis quelques années, on étudiait ces patients qui sont les contrôleurs du VIH. Sont ces patients qui contrôlent naturellement l'infection. Depuis la prime infection, ils semblent établir un contrôle très rapide de la réplication virale, et après ils sont capables de maintenir une charge virale indétectable en absence de tout traitement. Et bien évidemment, pendant de nombreuses années, certains des patients contrôleurs du VIH de la cohorte qui est suivie en France contrôlent leur infection depuis déjà 25 ans.
dont nous étudions avec des autres équipes ici en France et aussi à niveau international les mécanismes qui expliquent ces contrôles de l'infection. Et il y a un consensus sur un rôle important des cellules T cytotoxiques dans ces contrôles d'infection, avec une réponse optimale et une capacité très importante de ces cellules cytotoxiques T à éliminer les cellules CD4 infectées. Après, on a trouvé d'autres mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi les contrôles débuteraient aussi rapidement au moment de la prime infection, avec des mécanismes innés et aussi peut-être un composant du virus. Et tout ensemble, probablement, réduire la dynamique de réplication virale en prime infection va faciliter l'établissement d'une réponse T optimale et ça va contribuer finalement au contrôle de l'infection. Donc, il y a beaucoup de données sur ces contrôleurs naturels, mais la question, évidemment, les caractéristiques générales, comme je disais, c'est que, en général, ces patients contrôleurs du VIH ont un fond génétique qui est défavorable. Et comme vous pouvez voir ici, les molécules HLA de classe 1 qui sont associées avec une protection sont sous-représentées chez ces contrôleurs naturels. À l'auteur de 80% des patients contrôleurs de l'accord français portent au moins une de ces molécules par rapport à la population sans française, la population de référence et une population de patients primo-infectés par le VIH, de l'accord primo. Et vous voyez la sous-représentation assez spectaculaire de l'HLA B57 en particulier en vert par rapport à la population, aux populations de référence et aussi de l'HLA B27. Et comme je vous disais, ça se traduit en une capacité de cellules CD8 qui vont utiliser ou vont reconnaître les antigènes à surface de ces molécules HLA, d'éliminer très efficacement les cellules CD4 infectées, qu'on peut voir là en bleu, comme sont capables de répliquer le virus, et dès qu'on rajoute les CD8 de ces patients contrôleurs du VIH, ces CD8 vont éliminer ces cellules infectées et on ne voit plus de production de virus là dans des expériences in vitro. Mais justement, la question qu'on s'est posée, ces patients ont un fond génétique très favorable, ont des caractéristiques immunitaires qui probablement dérivent de ces fonds génétiques favorables. Est-ce que c'est un bon modèle? Est-ce qu'on peut induire ce type de status dans d'autres patients? Et donc, c'est comme ça que le projet Visconti a démarré avec Laurent Nuclio, avec Christine Roussiou et bien d'autres, Brigitte Autran et Alain Benet, pour essayer de comprendre et d'étudier les mécanismes qui contribuent au contrôle de l'infection chez ce type de patients. Donc, je dirais que la réponse à cette question, c'est oui, on peut induire le même type de status de contrôleur naturel de l'infection, même si peut-être ce n'est pas à travers le même mécanisme. Et on a reporté récemment 14 patients qui contrôlent l'infection après avoir arrêté un traitement initié en prime infection. Vous le voyez ici, 14 patients qui ont été traités dans les 10 semaines qui suivaient la contamination, qui ont gardé ce traitement pendant une durée médiane de 3 ans et qui, après avoir arrêté le traitement, sont capables de contrôler depuis une médiane de 7 ans et demi. Et ça, on l'a publié en PLOS Pathogens au mois de mars cette année. Et depuis, on a de nouveaux données, effectivement. Et nous avons des patients qui contrôlent maintenant depuis plus de 10 ans, de façon très efficace, ces charges virales après interruption du traitement. Évidemment, la question qu'on s'est posée depuis le début, et c'était peut-être le premier objectif de l'étude Visconti, c'était de savoir si ces patients contrôleurs après arrêt du traitement avaient des caractéristiques similaires aux contrôleurs naturels. Ou dans d'autres mots, si peut-être avec un traitement précoce, on avait peut-être caché un phénomène de contrôle naturel et on serait en train de voir quel est le même phénomène qu'on observe chez les contrôleurs naturels de l'infection par le VIH. Donc nous avons profité de l'expérience qu'on avait sur ce type de corps et on avait la chance aussi de collaborer avec l'accord Primo de l'ANRS. Et l'accord Primo possède des données sur des milliers de patients depuis la prime infection. Et en particulier, ils ont des datas sur quelques patients qui vont devenir des contrôleurs naturels de l'infection. Quand on compare les caractéristiques cliniques des patients qui vont devenir des contrôleurs naturels de l'infection aux patients qui vont être les patients contrôleurs après arrêt du traitement, on peut observer que les patients contrôleurs naturels, ils commencent leur contrôle très rapidement et dès en prime infection, on voit des différences. Ces patients ont des primes infections généralement asymptomatiques, avec des CD4 qui sont beaucoup plus élevés que pour les patients qui vont devenir des post-contrôleurs après arrêt.
Et pareil au niveau de la charge virale, les patients contrôlés après arrêt ont des charges virales qui sont très élevées, semblables avec aux charges virales des patients qui ne vont pas contrôler l'infection. Et par contre, les patients qui vont devenir des contrôleurs naturels ont en général une charge virale qui est en médiane du log inférieure à la charge virale des patients contrôlés après arrêt du traitement. Après, on vient au fond génétique. Effectivement, c'était la question clé parce que, comme je vous disais, les contrôleurs naturels ont un fond génétique favorable avec une sous-représentation des molécules HLA-B57 et B27 que vous voyez encore là, mais aussi l'exclusion des molécules qui, par contre, sont associées avec une charge virale plus élevée, comme c'est les molécules HLA-B35 et B07 qui, contrairement aux molécules protectrices sont exclues de ces patients contrôleurs naturels. Quand on a regardé nos patients de l'étude Visconti, on observe une inversion complète de ce profil. On ne voit pas une sous-représentation des molécules protectrices et on voit en revanche une présence très importante des molécules HLA qui sont associées avec des charges virales plus élevées. Donc, encore une fois, ces patients contrôleurs après arrêt ont arrivé à contrôler leur infection malgré un point de départ qui est très différent de celui des contrôleurs naturels. En relation avec ces fonds génétiques probablement qui est très différent, la réponse CD8 cytotoxique des patients contrôleurs après arrêt est très différente aussi de celle des patients contrôleurs naturels, IC, qu'on voit là, avec une fréquence beaucoup plus faible de ces cellules cytotoxiques et évidemment à droite une capacité bien moins importante à éliminer les cellules infectées, les cellules CD4 infectées. Pareil au niveau de l'activation, les patients contrôleurs naturels ont la caractéristique d'avoir une activation immunitaire certainement élevée pour des patients qui ont un contrôle de l'infection. En particulier, ça c'est des données qui ont été générées par Alain Benet. Ils sont l'expression de la molécule HLA-DR à la surface qui représente de façon très importante sur les cellules CD8 des patients contrôleurs naturels. Et probablement la présence de ces molécules est associée aussi à leur activité cytotoxique. Comme on peut voir, les patients contrôleurs après arrêt n'ont pas du tout le même type d'expression de ces marqueurs d'activation particuliers pour les patients contrôleurs naturels. Il y a une caractéristique commune entre les patients contrôleurs naturels et les patients contrôleurs après arrêt, que c'est le faible niveau de réservoir. Et ça, c'est des données générées par Christine Roussio pendant de nombreuses années, de suivi de différentes cohortes en France, où on peut voir comment entre la prime infection et l'infection chronique, il y a une diminution du réservoir, mais celui reste élevé. Le traitement antirétroviral va le diminuer, mais pas autant que ça. Et quand on compare au niveau de réservoir chez les patients contrôleurs naturels ou contrôleurs après arrêt, on observe que les signes différentiels de ces patients, c'est que le nombre de cellules infectées qu'on peut mesurer est très très faible. Et d'ailleurs, chez les patients contrôleurs après arrêt qu'on a pu suivre après interruption du traitement, on a des données sur 8 de ces patients après interruption du traitement sur les réservoirs, sur l'évolution des réservoirs. Et pour 5 de ces patients, on voit de façon assez frappante que le réservoir viral continue à diminuer une fois le traitement arrêté. Ça, c'est une première. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'étude Visconti a généré autant d'expectations. Ce n'est pas uniquement que ces patients contrôlent leur infection, donc sont en rémission, ils n'ont plus besoin de médicaments pour l'instant, mais aussi le réservoir semble rétrécir. Donc, en collaboration avec l'équipe de Brigitte Autran, le réservoir de ces patients contrôleurs après arrêt a été mesuré et comparé à celui des contrôleurs naturels. Et par rapport à ce qu'on voyait au début, vous pouvez voir qu'il y a une différence qui est très importante. Et c'est que chez les patients contrôleurs naturels, la contribution du réservoir, comme on le disait, il y a bien moins de cellules infectées, mais la contribution de différents subsets de cellules TCD4 est comparable à ce qu'on trouve dans l'infection non contrôlée, dans des patients traités ou non contrôleurs, donc avec une contribution majeure de cellules centrales mémoire et cellules transitionnelles mémoire. Et par contre, dans les patients contrôleurs après arrêt, on voit que la contribution majoritaire, c'est des cellules transitionnelles mémoire, qui sont des cellules d'une durée de vie bien plus courte que les centrales mémoire, qui en plus, comme on disait, jouent un rôle clé dans la régénération de ces réservoirs. Et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de voir ces patients, ils ont peu de cellules, et en plus, ces cellules ont en général une durée de vie moins longue que les autres patients. Peut-être c'est pour cette raison qu'on voit une diminution du niveau de réservoir. Donc, on voulait savoir quelle était la représentation de ces phénomènes. Et on part des observations qui avaient été faites aussi dans les cas des observatoires des contrôleurs naturels par l'ANRS et par des autres équipes qui suggèrent que la fréquence de contrôle naturel est bien inférieure à 1% des patients. Et donc, moins d'1% des patients vont être capables de contrôler naturellement leur infection en absence de tout traitement.
Et par contre, déjà dans les premières observations de Laurent Oclus et Thierry Prassouk à l'hôpital d'Orléans, ils ont rapporté que parmi les 32 patients qu'ils suivaient dans leur service et qui étaient traités depuis la prime infection et qui ont arrêté le traitement, la probabilité de contrôle sur 200 à moins de 50 copies était de 15,6%, donc déjà une fréquence très significativement supérieure. Les données de Cécile Gouillard et l'accord Primo sur un nombre plus important de patients ont montré que là, ils estimaient cette possibilité de contrôle à 8,5%. Et nous avons travaillé dans les cadres de Visconti avec Dominique Ostagliola pour essayer d'apporter des autres informations. Donc Dominique a identifié 3500 patients dans sa base de données qui étaient infectés en prime infection et qui ont été inclus dans la base de données. Parmi ces 3500 patients, 756 ont été traités en prime infection. Et uniquement pour 74, il y avait eu un traitement de moins d'un an commencé en prime infection et arrêté pour lequel il y avait d'informations. Donc vous voyez que la pratique de traiter un patient depuis la prime infection, maintenir ce traitement pendant une durée de temps assez élevée et interrompre le traitement n'est pas du tout quelque chose qu'en tout cas avant on faisait de façon fréquente. Et on passe de 3500 patients à 74 et ça explique peut-être pourquoi ces patients contrôlés après arrêt n'avaient été pas repérés plus tôt. En tout cas, à partir de ces 74 patients, Dominique Ostagliola a estimé encore une fois que la probabilité de contrôle à 24 mois et pour ces patients traités en primo pendant plus de 12 mois et qui ont arrêté le contrôle, c'était de 15,7%. On estime, on a besoin encore de plus de chiffres et surtout plus de sujets pour pouvoir renforcer ces chiffres, mais vu les différents résultats qui viennent de différents corps, probablement on est dans une fourchette de 5 à 15% de patients capables de contrôler l'infection après l'arrêt d'un traitement précoce. Donc les patients contrôlés après arrêt sont clairement différents des patients contrôlés naturels. Au niveau de la prime infection déjà, des différences cliniques très importantes. Au niveau de fonds génétiques, d'un côté on a des allèles protecteurs, de l'autre côté on a une forte présence des allèles qui sont au contraire associés avec de plus fortes charges virales. Peut-être ça explique aussi la différence en la prime infection et peut-être ça explique aussi pourquoi ces patients ont été traités en prime infection. On observe aussi des différences au niveau de la réponse immunologique et les deux groupes de patients n'ont pas le même type de réponse. Et on observe des différences au niveau de l'activation et aussi au niveau de la fréquence du phénomène. Et ces données sur la fréquence du phénomène, moi, il me semble encore plus percutant quand on prend en considération qu'on peut passer de moins d'1% à 115% sur des patients qui n'ont pas les bons fonds génétiques. Et c'est ça qui nous fait, comme on dit Françoise, constitue une preuve de concept qu'on peut arriver à cet état chez des patients qui n'étaient pas destinés à établir ces contrôles spontanément. Donc, conclusion de l'étude Visconti, nous avons identifié un groupe de patients qui sont en rémission de l'infection pendant plus de 7 ans en médiane, et que ces patients n'ont pas le même profil que les contrôleurs naturels et en tout cas n'ont pas, par la majorité des fonds génétiques favorables qui vont bénéficier des contrôles, que ces patients ont un faible réservoir dans lequel probablement à cause d'un traitement précoce on a préservé l'infection ou l'établissement de réservoir sur des cellules de longue durée de vie et que probablement cet état effectivement des patients contrôlés après arrêt de l'étude Visconti ils ont réussi grâce à un traitement précoce. Il n'y a que 4 slides qui vont passer très rapidement parce que je pense que ça va être développé après par Antoine, dont le traitement précoce a des avantages sur les niveaux de réservoir, et ça c'est une belle image de Laurent Oclus où il montre que le traitement en phase chronique va diminuer le réservoir, mais pas autant que ça. Le traitement prime infection les diminue davantage et en plus cette diminution ne s'arrête pas et ça va continuer au fur et à mesure au cours du temps. On sait que diminuer le réservoir n'est pas tout. On a des patients qui ont des réservoirs extrêmement faibles, mais quand ils s'arrêtent le traitement, le virus va rebondir. Donc, il y a d'autres mécanismes qui vont contribuer à ce contrôle. Et comme je pense que je disais qu'Anton va développer un traitement précoce, va limiter le réservoir, va limiter la diversité des virus, va diminuer l'activation, va préserver toutes les réponses immunitaires. Et donc, c'est cette diminution de la dynamique de réplication virale qui aura en son ensemble un phénomène bénéfique pour arriver à ce contrôle de l'infection. D'autres cas qui ressemblent beaucoup aux patients Visconti, c'est le fameux bébé de Mississippi, que vous connaissez sans doute, dont un bébé qui était traité dans les heures qui ont suivi sa naissance, même avant
de connaître s'il était infecté, parce que la mère était infectée, il n'avait pas reçu aucun traitement. Et ce bébé a été capable de rapidement contrôler l'infection sur traitement. Et après une interruption du traitement, il continue à contrôler maintenant pendant plus de 12 mois. Depuis qu'on a lancé l'étude Visconti, qu'on l'a présentée, on récupère des informations spontanément, des informations de différents centres cliniques qui nous rapportent d'autres cas. Donc ce n'est pas un phénomène qui est isolé ici en France, ça n'a rien à voir avec la diète française. En France, on a identifié il y a 20 patients contrôlés après arrêt, mais on a reçu aussi des informations de différents pays européens, aux États-Unis, au Brésil, ou même en Inde. Et donc, l'ANRS a décidé de construire un corps international de contrôleurs après arrêt, dont les objectifs sera d'identifier les mécanismes qui contribuent au contrôle de l'infection et aussi identifier quel type de patient serait plus facilement, aurait plus de chances à contrôler après un arrêt de traitement. Merci.